ce à quoi je vous invite, c'est une généalogie, qui est un travail en cours, un framework. Mon ambition, c'était d'aborder les questions du numérique, mais je n'y arriverai absolument pas. Je m'arrêterai beaucoup plus tôt. Mais ce que je vais vous dire, je crois, pourra être utile ensuite pour aborder la question de la grammatisation numérique et des fameuses big data, que j'évoquerai à peine. Souvent, et ici c'est le cas, les méthodes et la logique d'exposition est en fait inverse au travail qu'on a fait. Je vais commencer par ce par quoi j'ai fini en fait, et j'essaierai d'arriver ce par quoi j'ai commencé en fait. C'est toujours cette inversion-là qui en fait est mon propos également, comme vous allez le voir. Mon hypothèse, c'est que la question des catégories peut être éclairée donc à la lumière de la généalogie du schème probabiliste, c'est-à-dire de l'émergence des probabilités et du calcul des probabilités. Je vous le dis tout de suite, je vais éviter les formules mathématiques de manière à ce que ça soit quand même plus compréhensible. Donc mon propos va consister à tracer la constitution finalement des sciences du hasard, du flou, du plausible, du probable, en essayant de montrer que cette mathématisation du probable joue un rôle de générateur et d'invention catégoriale, c'est-à-dire que les discours sur le probable produisent donc de nouvelles catégories entre essentiellement le XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, XXIe siècle. Pour commencer sur les probabilités, petite référence obligatoire, on remonte généralement à Aristote et la première occurrence du terme probable dans les Topiques, où il écrit, je cite, « sont probables les opinions qui sont reçues par tous les hommes, ou par la plupart d'entre eux, ou par les sages, et parmi ces derniers, soit par tous, soit par la plupart, soit enfin par les plus notables et les plus illustres. » Ce qui est une définition du probable assez large. Dans la distinction traditionnelle entre connaissance et opinion, le probable désignera, jusqu'à la Renaissance, non pas ce que nous entendons aujourd'hui quand nous entendons le mot probable, c'est-à-dire plausible ou possible selon un certain degré de certitude, mais ce qui, dans le domaine de l'opinion, est digne d'approbation, ou on pourrait dire également digne de foi. C'est probable, ça veut dire c'est digne de foi. La probabilité est alors, dans ce contexte, et jusqu'au XVIIe siècle, un indice de confiance. La probabilité renvoie toujours à la probité d'une autorité, qui peut être, comme le disait Aristote, le nombre de personnes qui partagent cette opinion, ou une autorité au sens moral, religieux, savant, etc., mais toujours d'une tierce personne. Ce concept de probabilité, tel qu'il perdure dans la scolastique, va en fait entrer en crise dans le cadre des pratiques casuistiques et à l'occasion de l'émergence au XVIe et XVIIe siècle de ce qu'on appelle le probabilisme. Alors, un mot sur le probabilisme. Je cite Wikipédia, « Le probabilisme est une doctrine de théologie morale, spécifiquement catholique, qui considère que si une opinion est probable, il est permis de la suivre, quand bien même est plus probable une opinion opposée. » Il suffit que quelqu'un, une autorité, ait dit quelque chose, même si elle est minoritaire, le seul fait qu'elle existe, eh bien alors le probabilisme dit on peut s'appuyer sur cette autorité, elle rend probable le discours. Dans son enquête sur l'émergence des probabilités, Yana King, que vous voyez ici avec son livre, la couverture du livre The Emergence of Probability, rappelle l'origine de la controverse qui va contribuer précisément à la transformation du concept de probabilité dans le cadre notamment de l'opposition entre, d'une part, les jésuites et les jansénistes,
précisément en réaction au mouvement probabiliste. Yana King écrit « Que faire ? Que faire face à un désaccord entre autorités ? Surtout quand il s'agit des pères de l'Église. Le problème devient encore plus brûlant à la fin de la Renaissance, quand de plus en plus de textes furent exhumés et que se multiplient, parallèlement à l'émergence à l'exhumation de ces textes, les commentaires de ces textes. La question de l'autorité, avec la multiplication de ces textes, devient diffus, problématique, et on entre vraiment dans ce qu'on pourrait qualifier d'une crise de l'autorité, une crise d'autorité. Une crise d'autorité dans le domaine notamment de l'interprétation, crise provoquée et accentuée par la diffusion donc des textes. Et par rapport à cette diffusion des textes, deux attitudes se font face. Donc. Celle des jésuites, qui développent, eux, le probabilisme en laissant à chacun le soin d'utiliser les autorités et les références qu'il souhaite. De l'autre côté, les jansénistes, eux, prônent une réduction du nombre d'autorités et s'en tiennent uniquement aux saintes écritures éclairées de la lumière naturelle de la raison. C'est Pascal qui, dans ses Provinciales, va dénoncer le probabilisme comme étant finalement un relativisme, puisque finalement il leur reproche, vous sortez des arguments et ensuite vous trouvez le texte qui vous va bien et vous dites c'est probable, c'est fondé, et c'est un relativisme qui est inacceptable pour les jansénistes et notamment pour Pascal. En critiquant le relativisme du probabilisme, le mouvement janséniste, au travers donc de son enclave Port-Royal avec Arnaud, Nicole et Pascal, va donc s'attacher en fait à réinventer ce que l'on entend par probabilité. Réinventer les probabilités pour leur donner notamment le sens de mesure de la certitude, qui est beaucoup plus proche donc de celui que nous connaissons aujourd'hui quand nous parlons de probabilité. Chacun sait que dans tout procès, il y a des témoignages, mais il y a aussi des pièces à conviction. Pièces à conviction qui peuvent donc servir de preuve, et en anglais on parle d'evidence. Quelque chose qui à proprement parler intraduisible en français si on veut vraiment garder le terme d'evidence. Là vous avez un exemple de fiche d'évidence qu'on a dans des procès, quand il y a des pièces à conviction, elles sont classifiées, catégorisées, décrites, etc. La crise de l'autorité, telle qu'elle se manifeste avec le probabilisme donc au XVIe et XVIIe siècle, ne concevait en fait le probable que relativement, ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'autorité d'une personne. Les choses, l'évidence de certains faits, n'intervenaient pas dans le débat d'autorité, puisque seules les personnes, encore une fois, pouvaient rendre probable, c'est-à-dire donner du crédit et donc de la crédibilité. Lors d'un procès, vous ne pouviez pas être accusé parce qu'il y avait vos empreintes de pas. Tant qu'il n'y a pas de témoin, vous ne pouvez pas tomber sous le coup d'une accusation. Les faits ne pouvaient pas accuser les personnes. Ce n'était pas possible. Dans la logique de Port-Royal, dont vous avez vu tout à l'heure un exemplaire, on peut lire ceci. Pour juger de la vérité d'un événement et me déterminer à le croire ou à ne pas le croire, il ne faut pas le considérer, cet événement, seulement en lui-même, comme on le ferait pour une proposition de géométrie, pour savoir si elle est contradictoire ou non contradictoire. Mais il faut prendre garde à toutes les circonstances qui l'accompagnent, tant intérieures qu'extérieures. Et Arnaud et Nicole précisent, nous appelons circonstances intérieures celles qui appartiennent au fait même, et extérieures celles qui regardent les personnes par le témoignage desquels nous sommes portés à le croire. À partir de ce moment, les faits vont pouvoir témoigner comme le font les personnes. Il ne s'agit pas de juger de la vraisemblance ou pas des faits, mais de savoir ce qu'ils nous disent par inférence sur autre chose qu'eux-mêmes. Ce qui veut dire que les faits deviennent des signes.
le fait qui fait signe met en cause, au sens où une pièce à conviction peut devenir une preuve et mettre en cause, et donc accuser. Ces faits-là, en tant qu'ils sont des signes, qu'ils accusent, on peut dire qu'ils catégorisent, puisqu'en grec, catégorein signifie accuser, mais plus précisément et plus exactement, accuser et juger en place publique. Si vous accusez votre voisin parce qu'il a débordé, ça reste... on ne peut pas parler vraiment en ce sens-là d'une accusation, on n'est pas sur la place publique pour l'instant. Comment les signes, donc, vont-ils se faire indices et pièces à conviction à partir desquelles on va pouvoir procéder par induction pour découvrir les causes, c'est-à-dire partir des faits pour remonter jusqu'aux causes. C'est ça que j'appelle là par induction, par inférence. En prenant donc à rebrousse-poil, c'est-à-dire à rebours, la temporalité de la catégorie traditionnelle de causalité, qui consiste à partir des causes pour déduire des effets, le chemin de l'induction va se doter d'une nouvelle puissance qui n'était certes pas inédite, puisque les pratiques oraculaires, des oracles et des devins, puis ensuite des sciences mineures qui étaient l'alchimie, la géologie, l'astrologie, vous avez là l'image d'un alchimiste, et tout particulièrement la médecine également, toutes ces arts, ces sciences mineures, pratiquaient déjà un mode de raisonnement similaire. À partir, par exemple, des entrailles d'un oiseau, en déduire des choses, en induire des choses. L'importance de l'alchimie était très, très forte. Enfin, vous le savez certainement, mais Newton passait 90% de son temps, de ses travaux, sur des questions d'alchimie et 10% sur des questions de physique. On ne retient bien évidemment aujourd'hui que Newton, le physicien, celui qui a révolutionné la physique, mais la plupart de son temps était consacré à des études d'alchimie. Bien évidemment, il y a une influence sourde de Foucault, du Foucault des mots et des choses, dans la manière dont Ian Hacking développe son idée concernant l'émergence des probabilités. Ainsi, pour Foucault, le XVIIe siècle est le siècle qui rompt la vieille parenté précisément avec le mode divinatoire, avec la divination. Désormais, selon lui, c'est à l'intérieur de la connaissance que le signe commence à signifier. Et je le cite là dans Les mots et les choses, 3 petites phrases. Il écrit « À partir du XVIIe siècle, tout le domaine du signe se distribue entre le certain et le probable. » Ce qui est relativement inédit. À la connaissance qui devait au hasard des signes absolus et plus anciens qu'elle, s'est substitué un réseau de signes bâti pas à pas par la connaissance du probable, et il écrit « Hume devient possible ». Hume, au sens où bien évidemment Hume est associé à la question de l'empirisme, des probabilités, de l'associationnisme, et en fait je fais une impasse totale sur Hume. J'aime bien comme ça, quand je traite un sujet, d'éviter celui qui est la référence sur cette question-là, puisque spontanément, quand on doit traiter la question des probabilités, en passant notamment par le XVIIe et XVIIIe siècle, on ne peut pas louper Hume. Ah ben je le loupe, je n'en parlerai pas. Ce qui se passe en fait, c'est qu'entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, le mystère se dissipe, avec notamment cette renonciation aux pratiques oraculaires et aux divinatoires. Il n'y a pas de mystère sans divination. En fermant la porte des mystères, au XVIIe siècle, on ouvre une autre porte, qui est la porte des énigmes. On passe du temps du mystère au temps des énigmes. Le mystère laisse place à l'énigme au XVIIe siècle. Car là où il y avait du mystère, comme dans les mystères d'Éleusis, qui sont évoqués dans le cours de philosophie, bien évidemment, là où il y avait du mystère, il y avait une logique de fermeture et d'initiation. On n'allait pas à Éleusis pour trouver la clé de l'énigme, mais pour y être initié, ce qui n'est pas du tout la même chose. Quand le mystère s'efface pour laisser place à l'énigme,
il y a ouverture et attente de résolution. Et donc les mystères d'Éleusis dont parlait Bernard dans le cours ne sont pas là pour être résolus. Ils ne sont pas là en attente d'une résolution, comme on le fait aujourd'hui, par exemple, quand on dit « mais en fait, derrière les mystères d'Éleusis, les oracles devaient manger des champignons hallucinogènes et ça résoudrait l'énigme. » Mais ce n'est pas une question d'énigme, c'est une question de mystère et donc d'initiation. Alors, que retenir de ce que je viens de dire en 4 points? Donc, premier point, le passage de l'autorité de personne à l'autorité des faits, notamment des textes, très importante à la Renaissance en tant que moment de redécouverte des textes et de retour aux sources. Deuxièmement, crise du probabilisme et le passage de l'autorité des textes à l'autorité des choses, évidence des faits, des indices, etc. Troisièmement, les faits se constituent comme des signes. Il ne s'agit pas de juger là de leur vraisemblance, mais de ce vers quoi ils pointent. Et quatrièmement, apparaît la démarche d'un raisonnement par induction. À partir des indices, des faits, j'essaie de remonter jusqu'aux causes, c'est-à-dire de prendre la catégorie de causalité à rebrousse-poil. Du point de vue des catégories, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord une forme de quasi-catégorie qui apparaît en marge des classements des catégories trop distinctes, trop tranchées, trop propres presque, si je puis dire. Ensuite, il y a une nouvelle catégorie qui est la catégorie du signe. Et en fait, le troisième point, il y a une invention catégoriale dans le sens d'une nouvelle temporalité. Puisque je vous dis, la catégorie de causalité est prise à rebours. On part des faits pour remonter jusqu'aux causes. Ça, c'est ce que met en évidence, pour l'illustrer, Carlo Ginzburg dans son fameux essai « Traces, racines d'un paradigme indiciaire ». Quel rapport, et là je fais un saut au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, avant de revenir tout à l'heure au XVIIIe. Quel rapport existe-t-il entre l'amateur d'art Morelli, que vous voyez ici à gauche, le personnage de Sherlock Holmes, inventé par Conan Doyle, et la figure de Sigmund Freud. Les trois étaient contemporains à la fin du XIXe siècle, mais il y a plus. Entre 1874 et 1876, donc, Giovanni Morelli publie, sous un pseudonyme russe initialement, une série d'articles sur la peinture italienne qui firent sensation en ce qu'il affirmait dans ce livre que les musées, à l'époque, étaient, affirmait-il, remplis de tableaux dont l'attribution était inexacte. Pour rétablir la parenté aux œuvres, il faut, expliquait Morelli, ne pas s'attacher aux similarités générales entre les différents tableaux des différents maîtres, qui sont toujours faciles à imiter, mais au contraire examiner les détails. C'est ainsi que Morelli réalisa un véritable catalogue des lobes, des oreilles, des mains, tous les grands peintres de l'époque. Les livres de Morelli, écrivit un commentateur de l'époque, je cite, sont pleins d'illustrations de doigts et d'oreilles, registres minutieux de ces détails caractéristiques qui trahissent la présence d'un artiste donné, comme un criminel est trahi par ses empreintes digitales. N'importe quel musée d'art étudié par Morelli prend immédiatement l'aspect d'un musée du crime. Du musée du crime de Morelli à Sherlock Holmes, la transition est toute naturelle. À l'image de Morelli en art, Sherlock Holmes est celui qui, à partir d'indices imperceptibles, traces de pas, empreintes, mégots, cendres, cigarettes, éléments d'anatomie, etc., bref, les evidence en anglais dont je parlais tout à l'heure, va être capable donc d'induire les vraies causes et de remonter donc jusqu'au coupable. C'est à cette même approche d'inférence à partir de détails parcellaires que va se livrer Freud, notamment dans Le Moïse de Michel-Ange, en 1914, où il fait explicitement référence à Morelli et à sa méthode d'analyse. C'est Freud qui parle, là, et il parle de Morelli. Il parvient à ce résultat en commençant par détourner le regard de l'impression d'ensemble ou des grands traits du tableau, en mettant en relief l'importance caractéristique des détails secondaires. Plus loin, je crois que son procédé, le procédé de Morelli, et c'est Freud qui parle, est étroitement apparenté à la technique de la psychanalyse médicale.
Celle-ci est aussi habilitée à deviner les choses secrètes et cachées à partir des traits sous-estimés dont on ne tient pas compte, à partir du rebut des déchets de l'observation. Ces rapprochements permettent à Ginsburg de préciser que dans les trois cas, des traces, même infinitésimales, c'est-à-dire dans le cas de Morelli, de Sherlock Holmes et de Freud, des traces même infinitésimales permettent de saisir une réalité plus profonde, impossible à atteindre autrement. Des traces, plus précisément des symptômes dans le cadre de Freud, des indices dans le cadre de Sherlock et des signes picturaux dans le cas de Morelli. Et Ginsburg va plus loin, mais rappelle que ces trois cas relèvent de la sémiotique en fait médicale, c'est-à-dire de l'art de diagnostiquer des maladies à partir des symptômes. C'est la remarque que je faisais en off à Paolo quand je lui disais « tu parles de symptomatologie, mais tu débordes largement, tu parles aussi de diagnostic ». Il y a une discussion qu'on a eue hier à table. Effectivement, l'argument touche puisque Freud, Morelli et Conan Doyle étaient tous trois médecins. On peut donc parler, dit Ginsburg, de paradigme indiciaire, donc de l'indice, ou divinatoire, tourné selon les formes de savoir, soit vers le passé, le présent ou le futur. Si c'est tourné vers le futur, on a la divination au sens propre. Si c'est vers le passé, le présent et le futur, on a la sémiotique médicale, avec, sous son double aspect de diagnostic et de pronostic. Et vers le passé, on a la jurisprudence. Alors, c'est tout le génie scénaristique, en tout cas le talent d'Umberto Eco dans Le Nom de la Rose, que d'illustrer ce que Ginsburg décrit. On a là donc Guillaume de Baskerville, qui a ses fameuses lunettes, ces lunettes grossissantes, et qui mène l'enquête pendant que, précisément, des débats casuistiques ont lieu. Et à chaque fois qu'il le peut, il sort des réunions pour aller mener l'enquête. Et on en a une illustration ici. C'est une aubaine pour nous, ce sol détrempé par la neige. C'est souvent le parchemin où le criminel, malgré lui, inscrit son autographe. Tiens, que nous disent ces empreintes, par exemple? Elles sont 2 fois plus profondes que les autres, maître. Bien, Hazzo, ce qui nous amène à conclure que l'homme devait être très pesant. Mais oui, Hazzo. Et pourquoi était-il très pesant? Parce que c'était un gros moine. Ou parce que lui-même pesait le poids de 2, car il portait un autre homme. Gardons bien le dessin de la semelle de cette sandale en mémoire. Mais les traces de pas s'éloignent de la jarre, dans cette direction. Oh, quel navet blafard tu fais. L'idée ne te vient donc pas que l'homme pouvait fort bien marcher à reculons, traînant à bras-le-corps le cadavre, dont les talons laissaient les sillons que tu vois là. Et maintenant, où l'érudit traducteur de grec a-t-il rencontré l'auteur anonyme de sa mort? Et dans le roman, vous le savez, dans le film, c'est le livre qui accuse et en même temps qui tue celui qui le lit. Nous sommes à présent aux portes de ce que je n'ai pas encore évoqué, à savoir la mesure et le calcul des probabilités. En effet, je n'ai pris en considération l'application, j'ai pas encore pris en considération l'application des mathématiques à l'émergence catégoriale du probable. Mais l'application des mathématiques au probable ne sont possibles que parce que précisément le concept entre guillemets de probabilité a évolué. Ginsburg, dans les exemples qu'il prend, dit qu'il s'agit ici de disciplines éminemment qualitatives qui ont pour objet des cas, des situations, des documents individuels, et c'est précisément pour ce motif qu'elles atteignent des résultats qui conservent une marge aléatoire, irréductible. De toute évidence, une transformation, en tout cas des catégories, a eu lieu, surtout si on se souvient de la devise scolastique qui disait « individuum est ineffabile ». Ce qui est individuel, on ne peut pas en parler. À partir du XVIIe siècle, donc, les choses changent avec l'émergence d'une science de l'entre-deux, entre le vrai et le faux, le connu et l'inconnu, le savoir et l'ignorance, mais aussi entre les grandes catégories. On quitte l'autoroute des catégories
pour explorer des chemins plus étroits. La science qui émerge de cette invention catégoriale et qui constitue à ce titre une révolution catégoriale a un rapport tout particulier avec la catégorie de causalité. En effet, je l'ai évoqué, elle surmonte les conceptions philosophiques de la causalité qui n'envisageaient pas le cas que A puisse être un peu, mais pas complètement, la cause de B. Et où, a fortiori, on chercherait à mesurer ce un peu. Les probabilités posent par conséquent la question d'un entre-deux des catégories. C'est une science qui est fondamentalement non catégorique. C'est en ce sens qu'on peut dire que c'est une science qui s'occupe du quasi-catégorique, qui n'est pas encore la quasi-causalité, là, ne pas confondre. Je m'arrête donc un instant sur cette question du quasi. Dans le séminaire Pharmakon, c'était l'année dernière, on a vu le quasi-transcendantal de Derrida, qui réintroduit finalement à dose homéopathique le transcendantal. Finalement, le quasi sauve le transcendantal, comme s'il revenait dans la maison par la fenêtre après être sorti par la porte. Donc je me suis dit, en entendant ça, bon, dès que j'entendrai quasi maintenant, ça veut dire qu'il y a embrouille. Je me méfie. Mais l'année d'après, toujours dans le séminaire, voilà qu'arrive la quasi-causalité, reprise deleuzienne et stoïcienne. Alors là, je me dis, bon, le quasi, ce n'est pas aussi catégorique que je l'avais imaginé. Ce qui est surprenant, c'est que la fonction quasi est dans un cas négatif, dans l'autre positif. Une pharmacologie du quasi. D'un côté, le quasi est ce qui nous faisait retomber dans le transcendantal, et de l'autre, c'est ce qui nous sauve du devenir et de la causalité naturelle en nous donnant un avenir grâce à la quasi-causalité. Le quasi, c'est le symptôme de l'émergence de nouveaux rapports aux catégories. Et c'est ça, en fait, qui fait l'objet de mon propos, là. Mon propos n'est pas la quasi-causalité. Je le dis parce qu'il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. C'est une quasi-catégorie. Ce n'est pas la quasi-causalité. C'est une quasi-catégorie au sens où elle peut faire l'objet d'une mesure. C'est pour ça que l'ensemble des références que je vais prendre proviennent du champ du cognitivisme. Et tout l'intérêt pour moi, c'est d'essayer de m'en sortir sans vous donner l'image que je sois devenu cognitiviste. Parce que ce sont eux qui manipulent ces concepts, bien évidemment. Alors à partir de maintenant et à présent, je vais aborder la mesure et le calcul des probabilités, c'est-à-dire de la question de comment on mathématise le probable. Et là, donc, je ne peux plus repousser l'exposition d'une dualité interne et épistémologique de l'histoire des probabilités. Ce schéma, il est incompréhensible si vous n'êtes pas informaticien ou mathématicien. C'est un humoriste connu sur le web qui, à sa manière, résume la distinction, parfois l'opposition qu'on a entre ce qu'on appelle les fréquentistes et les bayésiens. N'essayez pas de le comprendre, écoutez-moi. Il y a en effet deux conceptions des probabilités. Toutes deux, en fait, sont présentes dès le début de la mathématisation du probable. On parle ainsi d'une part des probabilités objectives ou fréquentistes, et d'autre part des probabilités dites subjectives ou bayésiennes. Pour l'une, donc, il s'agit de probabilités objectives et a posteriori, visant à dégager les lois stochastiques de processus aléatoires tendanciels. C'est-à-dire, si vous jouez les dés, au bout d'un moment, si vous avez 6 faces, vous avez une chose sur 6 que, voilà, statistiquement, avec un nombre important de fréquences, vous allez tomber sur un sixième de chance de tomber sur le 1 ou sur le 6. Et c'est une statistique que vous mesurez avec un nombre important de fréquences. C'est pour ça qu'on les appelle fréquentistes, qui n'est valable essentiellement que sur de grands nombres d'occurrences. Et donc sur des fréquences à long terme. Et de l'autre côté, vous avez une probabilité qui est dite subjective. On parle aussi de degré de certitude a priori. Et on doit notamment à Condorcet, dans les années 1780, d'avoir présenté les probabilités, ces probabilités subjectives, comme étant des raisons de croire.
comprenez tout de suite que ce n'est pas la même conception de la fréquence de tomber sur le 1 ou sur le 6 quand vous lancez un dé. C'est-à-dire que les probabilités subjectives, qui sont des raisons de croire, relèvent d'une théorie de la connaissance plutôt que d'une théorie de la nature. Fréquence des occurrences, des événements dans la nature. Alain Desrosières, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, a rappelé dans un article de 2002, je cite, « La distinction entre les deux faces de la notion de probabilité ne sera formulée explicitement qu'au XIXe siècle, par exemple avec Cournot, qui opposera probabilité et chance, ou encore les probabilités objectives, qui donnent la mesure de la possibilité des choses, et les probabilités subjectives, qui sont relatives en partie à nos connaissances, en partie à notre ignorance, qui sont variables d'une intelligence à l'autre, selon les capacités et les données qui sont fournies aux différents individus. » Je n'attends pas à ce stade que ça soit très clair pour vous, la distinction entre probabilité subjective, bayésienne, fréquentiste, puisque c'est ce que je vais instruire par la suite. Il y a ainsi d'un côté donc, les probabilités dites fréquentistes, qui s'intéressent à l'occurrence d'un événement parmi un nombre total et significatif d'observations, et de l'autre des probabilités bayésiennes, qui sont des mesures du degré de connaissance subjective, qui représentent la traduction numérique finalement d'un état, pas de nature, mais de connaissance. Puisque j'ai évoqué le terme de bayésien, évidemment, je me dois de rappeler que nous devons la formulation mathématique de ces probabilités subjectives au révérend Thomas Bayes, que vous voyez ici, avec un extrait d'un manuscrit qu'il a écrit, et à peu près à la même époque, également en France, à Laplace. D'ailleurs, c'est Laplace le premier qui a compris l'importance de cette formule. Mais l'histoire a retenu le nom de Bayes. 200 ans plus tard, dans les années 1970, le débat et les polémiques faisaient rage entre les fréquentistes et les bayésiens. Mais je précise toutefois que les deux points de vue ne sont pas en opposition. Ce que disent les probabilités fréquentistes sont identiques à ce que disent les probabilités bayésiennes quand on arrive sur des grands nombres, sur un grand nombre d'occurrences. Les résultats convergent. La différence se fait uniquement quand on a des petits nombres d'occurrences. Les probabilités fréquentistes sont associées au traitement en général par un décideur collectif et pas individuel, c'est-à-dire une organisation. Donc les probabilités fréquentistes sont associées au traitement en général de problèmes pour lesquels des mises en équivalence sont politiquement et socialement plausibles. Qu'est-ce que c'est qu'une mise en équivalence? C'est une catégorie d'un point de vue statistique. Et je reviendrai là-dessus. Ce qui veut dire que les questions de plan de classement, de taxinomie, c'est-à-dire des questions de catégories et d'organisation des catégories, sont supposées réglées en amont, du point de vue des catégories, du calcul des probabilités fréquentistes. Elles peuvent faire, ces plans de classement et ces taxinomies peuvent faire l'objet d'une révision, mais elles sont supposées données pour pouvoir effectivement appliquer les catégories et le calcul fréquentiste. C'est la fréquence des occurrences, c'est-à-dire leur répétition, qui va finalement donner du corps et constituer la charpente de l'édifice qui va être hébergé là par la loi des grands nombres. Au contraire, les probabilités subjectives et bayésiennes sont sollicitées dans des situations et pour des choix n'impliquant pas l'idée d'une répétition, ou en tout cas d'un très grand nombre de répétitions. Par exemple, j'applique, disent les théories cognitivistes, les probabilités bayésiennes quand je reçois une proposition de contrat de travail et que je me demande est-ce que je dois l'accepter ou pas. Ça ne se produit pas tous les jours. Je vais faire marcher là un schème probabiliste bayésien. J'ai une occurrence, j'ai quelques informations parcellaires, je suis dans le domaine du détail, de l'indice. Est-ce que je vais prendre la décision d'accepter ce contrat de travail ou pas?
c'est aussi ce que peut prendre comme décision des organisations, mais dans des cas particuliers. Dois-je faire la guerre ou la paix? C'est quelque chose qui ne se tranche pas avec un nombre important de fréquences d'événements. Les probabilités bayésiennes supposent l'évaluation, au moins approximative, d'une probabilité a priori. C'est-à-dire avant, par exemple, que je lance le dé, ou avant que je me décide à savoir si j'accepte ou pas ce contrat de travail. C'est-à-dire que je me fais une idée de ce qui va se passer avant. C'est ça la probabilité a priori. D'un point de vue fréquentiste, la notion d'une probabilité a priori est un non-sens total. Et c'est pourtant ce qui fonde les probabilités bayésiennes. La possibilité d'avoir un a priori sur ce qui va se passer. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que dans les systèmes automatiques qui marchent à partir des probabilités bayésiennes, ça laisse une place au point de vue de l'expert ou du sachant. C'est-à-dire que la formule mathématique demande à celui qui pose la question « Donne-moi ton avis a priori, comme ça, comment tu le sens ?» C'est-à-dire que l'intuition d'une personne ou d'un individu va rentrer en compte dans le calcul lui-même. Alors que d'un point de vue fréquentiste, ce que vous pensez, on s'en moque. Moi, j'étudie les faits, leur fréquence, et je vous donne le résultat. Historiquement, il y a différentes périodes, différents moments bayésiens, fréquentistes. Le XVIIe siècle, qui est celui de l'émergence des probabilités en sens de calcul des probabilités, mélange à la fois, d'une manière indistincte, je n'ai pas encore formulé, les questions fréquentistes et les questions bayésiennes. La distinction n'est pas très claire. Au XVIIIe siècle, il y a une large place aux probabilités dans leur perspective subjective et bayésienne, parce que c'est une question relative à des questions épistémologiques, théorie de la connaissance. Le XIXe siècle, en revanche, avec la constitution des États-nations industriels, va être résolument fréquentiste. Avec son corrélat de plans de classement démographique, industriel, économique et administratif, le XIXe siècle procède à la création de nouvelles classes d'équivalence, c'est-à-dire de nouvelles catégories, c'est-à-dire de nouvelles catégories statistiques, comme par exemple l'exemple de l'homme moyen de Kentley, sur lequel je reviendrai. Quelque chose qui était totalement nouveau, le concept d'homme moyen, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis des catégories auxquelles nous sommes maintenant largement habitués. Taux de natalité, chômage, indice d'inflation, toutes ces mesures de calcul de probabilité qui sont fréquentistes nous inondent aujourd'hui, et je reviendrai tout à l'heure, parce que ce n'est pas sans conséquence. Une précision toutefois ici, catégoriser, et la distinction est importante, catégoriser, ça peut vouloir dire deux choses. D'une part, le fait de produire des catégories. Je catégorise, je produis des catégories. C'est-à-dire de nouvelles listes, de nouvelles taxonomies, de nouveaux plans de classement, etc. Par exemple, Linné, au XVIIIe siècle, qui produit des classifications des taxonomies des végétaux. Il produit en ce sens-là des catégories. Et d'autre part, catégoriser veut aussi dire le fait de placer un élément singulier dans une classe d'équivalence, c'est-à-dire dans une catégorie, le mettre dans la bonne case, entre guillemets. Ce que les statisticiens appellent en fait coder. Quand un statisticien veut dire est-ce que vous avez codé, c'est-à-dire est-ce que vous avez pris les cas particuliers et vous les avez mis dans les bonnes catégories. Ce qui n'est pas du tout la manière dont on l'utilise en informatique. Coder, ça veut dire écrire le code. Mais dans le domaine statistique, coder, ça veut dire mettre des cas singuliers dans des plans de classement et au bon endroit. Ils disent aussi parfois les statisticiens qualifier. Coder et qualifier, c'est donc catégoriser en ce sens. Il faut les mettre dans la bonne case, dans la bonne catégorie. Derrière cette double compréhension du verbe catégoriser, il y a la dualité des points de vue, en fait, de Linné et de Buffon, en fait, qu'analyse Foucault dans Les mots et les choses. Pour Linné, que vous voyez à gauche, il y a d'abord un système qui repose sur le fait de choisir parmi tous les traits disponibles, en l'occurrence des végétaux, là, certains d'entre eux, qui sont les caractères, et ces caractères vont servir pour construire derrière la classification des végétaux, en excluant donc d'autres caractères.
Ça rejoint la question du sacrifice, comme on disait. Il sacrifie un certain nombre de caractères, en sélectionne quelques-uns, et ces quelques-uns deviennent les catégories et qui forment derrière des plans de classement. C'est une sélection donc a priori et arbitraire, et qui est pour l'inné justifiée car les genres, les catégories ou les classes d'équivalence, comme disent les statisticiens, sont pour lui réelles. C'est-à-dire qu'elles existent. Les caractères qu'il choisit pour faire ses plans de classification et donc ses catégories sont la manifestation non équivoque de la réalité des genres, dit-il, dont ils dépendent. On a là finalement un point de vue réaliste quant au statut des catégories, c'est-à-dire qu'ils existent vraiment. Au système de Linné que vous avez à gauche, on oppose souvent la méthode de Buffon, qui, lui, s'inscrit plus dans une perspective nominaliste, c'est-à-dire une perspective pour laquelle les catégories, ce sont juste des conventions qui n'ont pas de réalité naturelle, ça n'existe pas. C'est juste des conventions pour qu'on puisse s'entendre. Et donc, dans ce contexte, le choix de quelques critères de classification, qui voudraient ensuite, pour toutes les situations et d'une manière générale, pour lui, ce n'est pas acceptable. À l'approche top-down et systématique et systémique de Linné, Buffon propose une approche bottom-up, de catégorisation qui prend en compte des logiques locales et des procédures comparatistes selon lesquelles une catégorie, en fait, n'existe que dans l'analyse des similitudes et des différences avec une autre catégorie donnée. De plus, dans la démarche de Buffon, il y a des glissements et des continuités entre les catégories qui évitent la rigidité qui est le fruit des coupures franches et universelles des taxonomies ontologiques, c'est-à-dire qui prônent un discours sur l'être, sur ce qui est, sur ce qui existe. En fait, les taxonomies, les plans de classement des théoriciens sont généralement, les spécialistes ou les théoriciens des taxonomies sont spontanément, bien évidemment, attirés par la méthode de Linné et se méfient de l'approche de Buffon, qui, elle, fluctue en fonction des cas rencontrés. Mais pourtant, tous ceux qui, peut-être parmi vous, ont été amenés à faire un travail de codage, c'est-à-dire de mettre un cas particulier dans la bonne catégorie, tous ceux qui ont été amenés à faire ça se sont bien rendus compte que souvent, chaque cas menace de faire exploser le beau plan de classement. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien le mettre là, mais aussi là. Et pourquoi pas créer du coup une nouvelle catégorie qui serait mieux à même d'héberger ce cas particulier. Ces pratiques locales de codage, c'est-à-dire de mettre un cas particulier, de le mettre dans la bonne case, Alain Desrosières, dans le domaine de la statistique, nous dit quelque chose qui, je crois, est tout à fait généralisable. Il dit « Souvent, le fait d'agents, d'ouvriers, œuvrant dans les ateliers de chiffrement et de saisie, selon une division du travail où les chefs, en fait, s'inspirent des préceptes de Linné, tandis que les exécutants, en fait, appliquent sans le savoir les méthodes de Buffon. » Vous avez là une explication de la division du travail à la lumière des catégories, dont il faudrait peut-être se souvenir. Alors, l'histoire du calcul des probabilités, outre le fait qu'elle oscille donc entre ces deux points de vue, bayésien, fréquentiste, est intimement liée à la constitution des États-nations au XIXe siècle. C'est ce que montre, je crois, très bien Alain Desrosières, donc j'ai déjà cité, dans son ouvrage « La politique des grands nombres », sous-titré « Histoire de la raison statistique ». Comment les techniques de calcul des probabilités ont-elles participé à la constitution en fait, des États-nations, en créant donc de nouvelles catégories? L'hypothèse est la suivante. Il n'y a pas d'État-nation s'il n'y a pas création de certaines catégories, et c'est la statistique qui va inventer ces catégories. Le calcul des probabilités qui émerge au XVIIe siècle va être amené à jouer un rôle déterminant dans la constitution donc, de ces États-nations. Cette contribution, je l'ai déjà dit, ça va s'appeler statistique. Quand les probabilités deviennent des statistiques, c'est-à-dire qu'elles sont au service de la constitution des États-nations.
C'est ce qui distingue probabilité de statistique. Dit autrement, la statistique, c'est le calcul des probabilités appliqué à la constitution de l'État, par l'État et pour l'État. D'ailleurs, le terme même de statistique, qui vient de l'allemand Statistik, Staat, l'État, par son étymologie, témoigne bien du fait qu'il s'agit de faire État, de constituer un État. En ce sens, la statistique, c'est la science de l'État. Je vais évoquer très rapidement le cas de l'Allemagne, de l'Angleterre et de la France. Donc cette science, cette statistique, se formalise initialement en Allemagne, fin 16e, début 17e siècle. Souvent, on donne la date de 1660 pour le 17e siècle. Et cette statistique, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose aux princes un cadre d'organisation des savoirs multiformes qui peuvent être disponibles concernant un État. Toutefois, dans la pratique émergente en Allemagne, initialement, cette statistique n'a pas grand-chose à voir avec la manipulation des grands nombres et le calcul des probabilités. Elle est essentiellement là qualitative au début. Et il s'agit surtout d'instaurer des catégories et des nomenclatures qui donnent des cadres de compréhension et de description de qu'est-ce qui se passe dans mon royaume. À la vérité, les catégories qui sont au début proposées et appliquées, ce sont les catégories d'Aristote à la lettre. Je cite Desrosières. La cause matérielle décrit le territoire et la population. Donc c'est vraiment les catégories d'Aristote qui sont plaquées pour essayer de constituer un État. La cause matérielle décrit le territoire et la population. La cause formelle, elle, va rassembler le droit, la constitution, les lois, les coutumes. La cause finale a trait au but de l'activité de l'État, c'est-à-dire accroître la population, assurer la défense, moderniser l'agriculture, développer le commerce. Et enfin, la cause efficiente rend compte des moyens dont dispose l'État, personnel administratif, politique, appareil judiciaire, état-major, élite, etc. Dans cette tradition allemande, la statistique produit le cadre général d'une perspective holistique, une vue générale, où l'État est la somme des parties. Parties représentées par près de 300 micro-États au moment où s'initient ces travaux autour des statistiques, la constitution de l'État, la science de l'État. Tout autre est le rôle de la statistique, c'est-à-dire de la probabilité appliquée à la constitution d'un État en Angleterre. Où là, en Angleterre, l'État, ce n'est pas la somme de toutes les parties, mais c'est une des parties de la société, et non le tout. De l'autre côté de la Manche, la statistique prend la forme d'une arithmétique politique. Et là, ce ne sont pas les théoriciens universitaires allemands qui édifient une description globale et logique de l'État en général, mais ce sont des gens d'origines diverses qui ont forgé des savoirs pratiques dans leur activité quotidienne et qui proposent au gouvernement de nouvelles façons de traiter la constitution d'un État par cette arithmétique politique. La statistique voit donc émerger la figure de l'amateur devenu expert en Angleterre. L'amateur devient expert en Angleterre. Et celui-ci, cet expert, propose ses savoir-faire et ses techniques aux gouvernants, bien évidemment, tout en essayant de le convaincre que le gouvernement doit passer par lui s'il veut bien réaliser son dessein. En France, contrairement à l'Allemagne et à l'Angleterre, on sait que l'État jouit d'une réalité et d'une existence forte avec une administration centralisée, et ce depuis le milieu du XVIIe siècle, avec notamment les figures de Richelieu en 1630 et de Colbert en 1663. Ici, en France, la collecte de l'information est assez développée. Si on veut faire de la statistique avec au sens d'un calcul et d'une mesure, il faut collecter de l'information. Ce qui n'était absolument pas le cas en Allemagne. Il n'y avait pas d'information, il y avait juste des catégories génériques.
La collecte de l'information en France à l'époque est essentiellement développée dans le cadre, bien évidemment, de politiques fiscales. D'ailleurs, depuis ce temps-là qu'il y a un génie de la fiscalité en France qui essaye de s'exprimer aujourd'hui, encore une fois, dans le numérique, dans le fameux rapport Colin et Colin. À noter toutefois que les descriptions statistiques naissantes sous l'Ancien Régime, donc avant la Révolution, qu'elles soient destinées au roi ou à son administration, pour savoir quel est l'état du pays, ne sont pas destinées, ces statistiques, à éclairer une société civile distincte de l'État. Elles ne sont pas publiées. C'est donc en dehors de l'État que se développe une tradition privée de description sociale qu'on retrouve dans les salons, dans les clubs, dans les sociétés savantes, portées par la philosophie des Lumières, et qui, stimulée par le secret, c'est ce que prétend Alain Desrosières, stimulés par le secret qui entoure les informations dont dispose l'État, développent, eux, des travaux d'estimation à partir de chiffres très parcellaires, et pour faire leur estimation, ils vont utiliser la statistique bayésienne. Je sais que dans tel canton, il y a tel taux de natalité, je fais des extrapolations et le calcul bayésien, et même si je n'ai pas toutes les données, je peux avoir une vision très rapide, beaucoup plus rapide que l'État qui, lui, collecte, fait des recensements qui prennent énormément de temps dans une perspective qui est fréquentiste. Cette situation où les statistiques ne sont pas publiées va évidemment changer avec la Révolution, où les statistiques vont faire l'objet de publications, c'est-à-dire de rendus publics. Bien évidemment, le rapport entre statistiques et publication est très important. Si le domaine public, comme on le dit souvent ici, se constitue avec la publication des lois, c'est-à-dire le rendu public des lois en Grèce ancienne, eh bien, le domaine public se réinvente au XVIIIe siècle avec la publication non seulement des lois, mais également des informations et des chiffres statistiques dont tout le monde peut bénéficier. À la publication des textes s'ajoute au XVIIIe siècle la publication des chiffres, des datas. La question actuelle et contemporaine de la publication des données, de l'open data, de l'ouverture des données, bien évidemment, va s'instruire avec ce que je suis en train de dire, là, comprendre la généalogie de ces et des enjeux qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Ce n'est pas récent, même si le digital est récent. Je note donc ici que la constitution d'une nouvelle forme de puissance publique passe par une nouvelle forme de catégorisation, par une invention catégoriale donc. Alors nous appelons, avec Ars Industrialis, à une nouvelle puissance publique, et où nous parlons d'internation, qui est une forme de nouvelle puissance publique, l'internation. Je ne pense pas que nous puissions faire l'impasse d'un travail sur les catégories statistiques, au sens où ce sont les catégories qui produisent, qui ont produit les États-nations. Il ne s'agit pas de les reproduire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'internation et la nouvelle puissance publique va s'appuyer sur de nouvelles catégories, c'est-à-dire sur une nouvelle statistique, un nouveau rapport à la publication des datas et des chiffres. Le développement des probabilités dans le domaine statistique, c'est-à-dire donc dans le champ de l'économie politique, produit de nouvelles catégories. Catégories, ça veut dire aussi de nouvelles manières de faire l'un à partir du multiple. Du coup, des débats ont lieu pour savoir quelle est la nature de ce nouvel objet issu de la statistique et s'il a une existence autonome. Débats qui vont être encore vifs jusqu'aux travaux de Durkheim et à l'émergence de la sociologie, pour savoir si la société, quel est le statut d'existence de la société. C'est toute là la vieille tradition scolastique, celle de la querelle que j'évoquais tout à l'heure entre les nominalistes et les réalistes, qui trouve elle-même sa source d'ailleurs dans les catégories d'Aristote. Pour symboliser, si vous voulez bien, ces nouvelles catégories statistiques, c'est-à-dire celles que produisent en gros les probabilités fréquentistes, on peut évoquer la figure de l'astronome belge Adolphe Quetelet, qu'on a
je crois, oublié aujourd'hui, mais qui, selon Alain Desrosières, était très très connu au XIXe siècle. Quetelet, qui était donc astronome, a été surpris par la régularité du nombre de suicides, crimes ou mariages quand ils étaient constatés sur de très grands nombres. Et il y a vu immédiatement une similarité avec les mesures faites dans les sciences de la nature, qui mettaient en évidence, vous savez, des constantes universelles, la constante de Kepler, etc. Il y a plein de constantes universelles. Et quand il voit la régularité des taux de suicide, de mariage, il a immédiatement pensé qu'il pouvait y avoir des constantes universelles que pouvaient mettre en évidence les statistiques. En appliquant au corps social des méthodes utilisées dans la physique, et je fais une parenthèse, on retrouve ici l'idée novatrice de mathématiques sociales chère à Condorcet dans les années 1780. Et là, Condorcet, lui, était vraiment beaucoup plus dans les probabilités bayésiennes que fréquentistes à l'époque. Donc, Quetelet, en appliquant donc les modèles utilisés en physique sur le corps social, développe le concept d'homme moyen, en lui attribuant une véritable existence, qui est différente de l'existence des individus, et qui s'inscrit donc en faux contre le nominalisme de Guillaume d'Occam, tout comme Durkheim le fera pour le concept de société. Si donc les probabilités fréquentistes produisent de nouvelles catégories dans le cas de la constitution des États-nations au XIXe siècle, ces dernières, les statistiques fréquentistes, vont être sérieusement mises à mal au XXe siècle. Mais nous en héritons très largement. Je veux dire par là que toutes ces catégories inventées par la statistique et par le calcul probabiliste fréquentiste inondent les messages que nous recevons par les médias, la presse, radio, télévision, journal télévisé, etc. Il n'y a plus de chômeurs, mais du chômage, des naissances, mais de la natalité, et, d'ailleurs en France, Coluche, un humoriste français, des principaux humoristes des années 70, avait un style d'humour qui était précisément une réaction face à la multiplication des discours comme ça, statistiques, économiques, où il prenait au pied de la lettre ce que disait la statistique. Donc voilà, il n'a pas trouvé la virgule, il n'a pas fait deux enfants à virgule 6, il en a eu 3. La plupart de l'humour de Coluche, quand on revisite certains de ses sketchs, sont en fait une réaction à l'hégémonie du discours de catégories issues de la statistique et donc des taux et du chiffre derrière de ces statistiques. Mais donc, je l'ai annoncé, cette hégémonie de l'invention catégoriale par les probabilités fréquentistes va être mise en cause au XXe siècle, avec donc le retour en force du schème probabiliste bayésien, et notamment sous la houlette de la psychologie comportementale et du cognitivisme. En janvier 2012, Stanislas Dehaene interrompt en quelque sorte son séminaire au Collège de France pour parler d'un cadre conceptuel, et non plus seulement comme il le faisait les années précédentes au Collège de France, où il présentait des résultats de travaux et d'expérimentation. Donc, il sort du bois. Et plutôt que de résumer son propos, je vous propose, si c'est audible, d'entendre, c'est un peu long parce que c'est 5 minutes, mais dans ces 5 minutes, qui sont les 5 premières minutes de son cours, il dit en gros très rapidement tout ce qu'il va dire. Et c'est assez instructif, je trouve. Donc, je vais essayer de le mettre. Ce matin, nous allons donc commencer le cours 2012, consacré cette année à une révolution, le cerveau statisticien, la révolution bayésienne en sciences cognitives. Vous savez que les sciences cognitives sont une discipline en extraordinaire expansion, une discipline scientifique récente, et qui, par le biais de méthodes expérimentales nouvelles en particulier, depuis les méthodes de la psychologie cognitive jusqu'aux méthodes plus récentes de la neuroimagerie, conduit chaque année à une moisson extrêmement féconde de résultats expérimentaux nouveaux. Mais cette année,
j'ai décidé de consacrer le cours à une approche théorique, à un cadre théorique, plutôt qu'à des résultats empiriques spécifiques. Bien entendu, nous verrons des résultats empiriques, mais ceux-ci seront enchâssés dans ce cadre théorique, donc, de la notion du cerveau bayésien. Et j'utilise ce mot « révolution » parce qu'il n'est pas courant, je dirais, dans une discipline scientifique, de voir apparaître aussi soudainement un cadre théorique nouveau qui s'infiltre dans différents domaines de la science et qui, dans chacun de ces domaines, trouve un champ d'application extrêmement fécond. Or, c'est le cas ici pour cette hypothèse que notre cerveau réalise des inférences statistiques et que ces inférences statistiques peuvent être modélisées, approximées par le cadre des statistiques bayésiennes. Vous savez que beaucoup de biologistes sont sceptiques sur l'idée qu'il puisse y avoir en neurosciences, en sciences cognitives, des théories générales. Ils sont sceptiques pour une raison très simple, c'est que notre cerveau n'est pas le résultat d'un processus d'optimisation parfait, il est le résultat du bricolage de l'évolution. L'évolution conduit évidemment à optimiser les systèmes dans une certaine mesure, mais elle le fait probablement en réponse à des problèmes de nature extrêmement différente, de perception, d'action, dans le domaine visuel, dans le domaine auditif, dans toutes les modalités sensorielles, et puis à des niveaux d'abstraction dans le cerveau humain qui sont particuliers pour le cerveau social, pour le domaine du traitement du langage. Et donc, jusqu'à récemment, nous étions nombreux à penser qu'il n'y aurait peut-être pas de théorie générale du cerveau humain, mais qu'il y aurait autant de théories qu'il y a de domaines d'application particuliers de la perception, de l'action, etc. Eh bien, cette idée est en train d'être battue en brèche avec la notion du cerveau statisticien, puisqu'il semble bien ici qu'on ait affaire à un cadre théorique qui puisse s'appliquer de façon extrêmement large et qui conduit à une vision nouvelle de l'architecture même du cortex, qui pourrait avoir une architecture commune. Vous savez qu'il existe une organisation régulière des couches du cortex dans toutes les aires de Brodmann, avec bien entendu une variabilité d'une région à l'autre, mais l'existence même de régularité très générale dans l'architecture du cortex pourrait remonter à cette hypothèse que le cerveau est organisé pour réaliser des inférences statistiques bayésiennes. Et entre les mains de personnes telles que Carl Friston, que nous avions reçu comme professeur invité pour quelques cours il y a maintenant 4 ans, eh bien, cette théorie bayésienne prend un cadre extraordinairement général. Elle devient une théorie de la minimisation de l'énergie libre, et on en parlera dans quelques cours. J'essaierai de ne pas trop rentrer dans le détail mathématique, mais nous verrons que cette théorie, effectivement, fournit, avec un recul considérable, toute une série de prédictions qui concernent à la fois la psychologie, la nature des décisions qui sont prises pour nos actions, mais aussi dans notre système perceptif, et l'architecture corticale qui permet ce type de décision. Entre les mains d'autres personnes, telles que Josh Tenenbaum de MIT, dont nous parlerons aujourd'hui, eh bien, cette théorie devient une théorie générale de l'apprentissage. Elle explique comment les enfants font des inductions, et en particulier dans le domaine de l'apprentissage du langage, qui a été un domaine extrêmement controversé. Elle peut expliquer certaines des inductions extraordinairement sophistiquées que semblent réaliser les enfants spontanément lorsqu'ils sont exposés à quelques mots et qu'ils infèrent très rapidement le sens des mots qu'ils entendent. Donc vous voyez un panorama extraordinaire d'applications, et je voudrais mentionner peut-être un troisième chercheur qui joue un rôle important dans cette hypothèse du cerveau bayésien. On pourrait en mentionner beaucoup, mais Alexandre Pouget, nous parlerons de ses travaux, je pense au 4e ou au 5e cours, voit dans la théorie bayésienne une explication de l'organisation des courbes d'accord des neurones dans le cortex et de la raison pour laquelle on peut voir donc des taux de décharge stochastiques, mais accordés à certains paramètres du monde extérieur. Il s'agirait pour les neurones de coder des distributions, au sens vraiment statistique du terme, donc des distributions de probabilité, et les neurones seraient organisés pour réaliser des opérations sur ces distributions, telles que le nécessite la théorie bayésienne. L'inférence statistique bayésienne, donc, fait ainsi partie des opérations élémentaires, automatiques et inconscientes de notre cerveau. Elle s'applique à toutes sortes de domaines de la cognition, vous l'avez vu. Perception, action, apprentissage du langage, reconnaissance des mots, inférence sur l'analyse de l'esprit de l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce que pense l'autre, etc. Bon, pour ma part, je comprends la référence aux probabilités bayésiennes dans le champ des neurosciences comme étant avant tout
une formulation mathématique d'un processus générique de sélection. C'est-à-dire, on a trouvé la formule qui explique comment on sélectionne. Cette formulation mathématique du fonctionnement neuronal permet, par exemple, selon Stanislas Dehaene, dans le champ de l'apprentissage, de dépasser l'opposition entre l'inné et l'acquis, c'est-à-dire entre les points de vue de Chomsky et de Piaget. Et c'est donc une nouvelle théorie de la sélection. Comment on sélectionne? Ce mécanisme de sélection que formalise l'inférence statistique bayésienne serait même l'automatisme à l'origine de toutes nos sélections. Son activité serait constitutive, en fait, de l'élaboration, j'ai dit élaboration parce que c'est un travail que font les cognitivistes, d'un inconscient cognitif, qui n'a bien évidemment rien à voir avec l'inconscient freudien et ces questions de refoulement, de désir et de pulsion. Mon hypothèse en faisant la généalogie du schème probabiliste, c'est que la science du probable se développe pour répondre aux enjeux posés par le développement exponentiel des technologies. Et donc, notamment, de la part croissante qu'elles prennent, ces technologies, dans le fonctionnement des mécanismes de sélection. Finalement, quand je dis ça, je ne fais que donner du poids à la distinction que le séminaire a fait entre la sélection naturelle et la sélection artificielle, c'est-à-dire à la thèse post-darwinienne de Bernard, quoi. La question des catégories est aujourd'hui une question qui s'instruit à partir des théories de la sélection, avec un enjeu nouveau maintenant qui est celui de l'automatisation et de l'algorithmisation des processus de décision dans le cadre du numérique. 2 minutes et je termine. Si la psychologie cognitive et les neurosciences s'intéressent si fortement à l'inférence statistique, qui est plutôt bayésienne, c'est parce que celle-ci, finalement, formalise très bien, selon eux, le comportement de notre cerveau. Plus précisément, le comportement du cerveau quand il prend des décisions tout seul et très rapidement, quasi inconsciemment. Selon Daniel Kahneman, qui est quand même prix Nobel 2002 d'économie, avec ses travaux sur la prise de décision dans la finance comportementale, là, bien évidemment, je fais écho aux propos de Diego, de hier ou avant-hier. Kahneman nous dit qu'il y a 2 fonctionnements du cerveau qui s'articulent. Il parle en fait de système, système 1, système 2. C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage traduit en français, c'est système 1, système 2. Le système 1 est automatique. Il marche tout seul et toujours. On ne peut pas l'arrêter ni le commander directement. Il travaille par analogie. Et je traduis, moi, par pattern matching. Reconnaissance de forme. De la même manière que les drones qu'on a évoqués hier. Ce système 1, il est très économe en énergie. Il est capable d'interpréter des situations complexes à partir de quelques détails, très rapidement. Non pas à la vitesse de la lumière, mais à la vitesse neuronale. Précisément grâce à des modes de calcul qui relèvent de l'inférence statistique. Donc ça, c'est le système 1. Le système 2 travaille à partir du contexte et des résultats fournis par le système 1. Ce qui veut dire que le système 2, en fait, il est plutôt feignant. Il a tendance à corroborer les interprétations que lui donne le système 1. Parce que s'il doit le contredire, remettre en cause par exemple ce que dans une perception il a vu très rapidement, est-ce que j'ai vu quelque chose ou je me suis trompé, ça demande une énergie considérable de remettre en cause ce qu'on a perçu immédiatement. Ou alors, comme par exemple, quand Dehaene prend souvent des exemples relatifs à la perception, des effets de 3D ou des objets qui apparaissent, qui disparaissent. Et une fois qu'on a vu l'image, selon certaines, le système 1 vous a donné une interprétation d'une image, si vous devez voir la danseuse, par exemple, qui tourne dans un autre sens, alors que de prime abord vous l'avez vue dans un sens, ça demande un effort colossal. Et là, c'est le système 2 qui, à la ramasse, essaye d'aller contre ce que lui a donné dans un premier temps le système 1.
Donc il préfère accepter ce que lui dit le système 1 plutôt que de le remettre en cause. C'est un peu, ça peut paraître simpliste, mais c'est très important pour moi parce que ça introduit la question énergétique. Et donc de la mesure de cette énergie, et ça c'est quand même précieux dans ces... Il ne faut pas prendre les discours à la lettre, mais la question de l'énergie dans la manière dont elle est posée est capitale, elle est d'autant plus pour moi que je vois aujourd'hui sur le web la manière dont on fait des applications informatiques. Maintenant, à chaque fois qu'on fait une procédure informatique, un informaticien doit se demander qu'est-ce que ça va consommer comme énergie. Parce que si les utilisateurs sont avec des smartphones, c'est-à-dire avec des batteries, si vous avez une application qui vous descend la batterie en 1 heure, c'est pas possible. Ce qui n'était pas le cas avant où tous les ordinateurs étaient branchés. Donc chaque fonction doit être analysée en fonction de son coût. Donc il y a des parallèles qui sont à faire entre l'énergie d'un point de vue, on pourrait parler libidinal, la cognitive et l'énergie dans les systèmes d'information. Il y a une notion d'énergie vraiment dont il faut, je crois, s'emparer. Je ne vais pas vous donner la réponse, mais ce que je trouve intéressant dans ce discours, c'est la mise en avant des questions énergétiques. Alors voilà, armé de ça, j'aurais aimé bien évidemment rentrer dans la question du digital, des big data, mais c'est quelque chose qui fera l'objet d'autres choses, puisque je vous remercie beaucoup pour votre attention.